Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre journal. Logements sociaux, plus de 4000 maisons livrées officiellement à leurs acquéreurs ce jeudi. C'est une troisième vague d'acquéreurs qui entrent ainsi en possession des clés de ces maisons construites à Ebimpe. C'est sur la route d'Anyama. Des embouteillages à n'en point finir, le coût du transport qui augmente au gré des transporteurs. C'est le lot des Abidjanais en cette période de fête. Pour maintenir la discipline dans la circulation, les forces de l'ordre ont été déployées sur le terrain. George Weah, nouveau président du Libéria, l'ancien footballeur a été élu à 61,5% des suffrages exprimés. Le sénateur l'a emporté au second tour face à Joseph Boakai qui lui a obtenu 38,5% des voix. Logements sociaux et économiques, plus de 4000 maisons livrées officiellement à leurs acquéreurs. Ce jeudi, c'est une troisième vague d'acquéreurs qui entrent ainsi en possession des clés de ces maisons construites à Ebimpe. C'est sur la route d'Anyama. Notez que l'opération a eu lieu ce jeudi donc en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Herman Yvé. Après plusieurs mois de longue attente, le rêve d'être propriétaire pour ces acquéreurs devient une réalité. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur dans ces maisons. De manière symbolique, 4000 nouveaux acquéreurs reçoivent des mains du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et autres membres du gouvernement les clés de leur nouvelle maison. Cette remise symbolique de clés de 4000 logements socio-économiques à Ebimpe, route d'Anyama, s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques initié par le gouvernement en 2013. Nouvel objectif, arrêté depuis 2015, construire 150 000 logements en 5 ans afin de répondre efficacement à la demande des populations. Chers souscripteurs, nous avons entendu vos plaintes et nous en tenons compte. Nous ne vous avons pas abandonné, bien au contraire. Nous avons travaillé jour et nuit, identifié les mots qui minaient ce programme et préparé des solutions idoines pour relancer le programme de façon pérenne. J'invite les souscripteurs qui souhaitent désister à ne pas le faire. J'invite également ceux qui n'ont pas encore reçu la clé à faire confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire, aux acteurs de la cérémonie. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'un logement décent et je voudrais vous remercier pour votre patience. Amadou Gon Coulibaly rassure, le gouvernement fera tout son possible pour donner satisfaction aux attentes des Ivoiriens. Chers bénéficiaires, vous êtes aujourd'hui témoins, je dirais même témoins privilégiés des promesses qui ont été faites par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, promesses qui sont tenues ce jour pour 4003 familles. Et ceci après donc la remise en décembre 2015 des clés de la cité Ado, projet qui avait été lancé par le président de la République lui-même. Je puis vous assurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs quantitatifs. Au-delà de la mise à disposition de ces logements, le président de la République et l'ensemble du gouvernement vous exhortent à faire de ces cités le creuset du vivre ensemble. Et pour mesurer la satisfaction de ces acquéreurs, Amadou Gon Coulibaly s'est invité dans une villa, témoin du site d'Ebimpe, chambre à coucher, douche et cuisine visitée, satisfaction du chef du gouvernement, des habitations à l'abri de tout litige foncier. Nous sommes en parfaite harmonie avec les propriétaires fonciers qui nous ont aidés, qui nous ont compris et qui nous ont facilité la tâche en vue d'arriver aujourd'hui à ces résultats-là. Au grand bonheur des acquéreurs. Avoir une maison, ce n'est pas donné à tous, c'est un privilège et je suis très contente, très contente. Nous avons fait confiance au gouvernement, nous avons fait confiance aux promoteurs. Aujourd'hui, c'est chose réelle, nous avons les clés, je suis très heureux. À la grande satisfaction des promoteurs. Beaucoup reste à faire. 4003 logements, c'est un sentiment évidemment de satisfaction pour nous. Nous encourageons aussi par la suite les autres à nous emboîter le pas et à livrer évidemment les maisons dans de bonnes conditions. Nous avons écouté donc le Premier ministre et l'ensemble des partenaires institutionnels du projet qui nous ont montré une voie dans laquelle nous pouvons nous engager intensément. Un cadre décent et agréable, les nouveaux acquéreurs pourront même tirer au panier, visite de stand, d'exposition par le Premier ministre. Quand le bâtiment va, tout va.
C'est une nouvelle vie qui commence sous un nouveau toit pour ces 4003 familles ivoiriennes. George Weah, nouveau président du Libéria, l'ancien footballeur a obtenu 61,5% des suffrages donc exprimés. Le sénateur l'a emporté au second tour face à Joseph Boakai qui lui a obtenu 38,5% des voix. George Weah va donc officiellement succéder à Ellen Johnson Sirleaf le 22 janvier prochain. Large victoire donc de George Weah au second tour de la présidentielle au Libéria. Victoire face à Joseph Boakai avec 61,5% des voix contre 38,5% des voix. Scrutin apaisé et crédible. Sidonie Davila. Cette fois, c'est la bonne. Après 3 tentatives, George Weah accède enfin au fauteuil présidentiel selon les résultats provisoires. L'ex-attaquant vedette du PSG et du Milan AC a largement remporté le second tour de l'élection présidentielle du Libéria avec 61,5% des voix face à son adversaire, le vice-président Joseph Boakai. Entré en politique à la fin du conflit libérien, il avait été battu au second tour de la présidentielle de 2005 par Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. 15 ans après avoir raccroché les crampons, il assure avoir gagné en expérience sur le terrain politique et appris de ses échecs. Alors que son adversaire Joseph Boakai multipliait les procédures pour dénoncer les fraudes et irrégularités ayant selon lui entaché le premier tour de la présidentielle, Mr. George a appelé ses partisans à la patience et au calme. L'enfant des bidonvilles de Monrovia, devenu star planétaire du football dans les années 1990, George Weah a réalisé le rêve de sa seconde vie en devenant ce jeudi président du Libéria. L'ancienne gloire du football africain va succéder à Ellen Johnson Sirleaf le 22 janvier prochain. Voilà un reportage signé Sidonie Davila. On évoque à présent ici en Côte d'Ivoire l'affaire des laits contaminés et retirés du marché. Depuis maintenant quelques semaines, il s'agit des laits infantiles de marque Pico, sans lactose, premier âge 350 grammes, petit junior, premier âge 460 grammes et Millumel bio, sans huile de palme, premier âge 900 grammes, des laits contaminés par une bactérie qui provoque chez l'enfant des vomissements et de la fièvre. Quelles sont les dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire? On en parle avec Fidèle Ligné et Grâce Kando. Du lait pour nourrissons contaminé à la salmonelle. L'information passe en boucle depuis quelques jours sur des chaînes nationales, étrangères et les réseaux sociaux. Pourtant, les Abidjanais semblent ne pas être informés. Non, je ne suis pas au courant. Je ne sais rien de cette histoire de lait. Je ne suis pas au courant de ce lait contaminé, raison pour laquelle je préfère donner le lait maternel à mon enfant. Ce sont des milliers de produits laitiers infantiles qui ont été retirés récemment du marché dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire. Du lait pour nourrissons de marque Pico, Petit, Junior et Millumène contaminés à la salmonelle, une bactérie qui cause des intoxications alimentaires. Ces laits contaminés provoquent chez le nourrisson vomissements, fièvre et diarrhée. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont ordonné le 15 décembre le retrait de ces produits dangereux. La direction de la pharmacie et des médicaments rassure. À ce jour, nous n'avons eu aucun cas mortel qui nous a été notifié. Les pédiatres sont informés, ils connaissent la conduite à tenir en cas de suspicion de salmonelle et puis de gastro-entérite. Et ils savent quels sont les laits de substitution qu'ils doivent utiliser dans ce cas-là. Ce que je dirais aux populations, c'est de ne pas avoir peur, que les laits qui ont été incriminés ont été rappelés au niveau des grossistes, ils seront mis en quarantaine pour être détruits. Pour le président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, les consignes du ministère sont suivies à la lettre. Depuis le grossiste jusqu'à l'officine, le retrait est effectif. Cependant, le manque d'information ralentit un tant soit peu le processus. Entre le jour où l'information arrive et la mise en application sur l'étendue du territoire national, peut parfois se dérouler un délai qui peut être plus ou moins long. Déjà, lorsqu'ils reçoivent l'information, le pharmacien, c'est de recenser au niveau de sa pharmacie
toute la liste des produits, donc dans le cas des laits, qu'il a au sein de son officine, et donc qui va donc le retirer de ses rayons, le mettre de côté, le recenser et retourner. Il faut rappeler que c'est depuis début décembre que des suspicions sur la contamination des produits laitiers infantiles ont été signalées en France. Le ministère de la Santé invite la population au calme et à plus de vigilance. Et on reste dans le domaine de la santé pour parler de cette campagne lancée par la Caritas de Korogo contre le VIH-Sida. La Caritas de Korogo qui s'est attachée les services d'une séropositive qui elle a réussi à vaincre la stigmatisation pour donc sensibiliser les populations sur le dépistage volontaire. Eugène Atoubé. Dans la ville de Korogo, on ne cesse de louer son courage et lui témoigner un profond respect. Kone Masita a réussi à vaincre le regard des autres. Cette jeune dame qui vit avec le VIH-Sida depuis 2005 dans la cité du Poro fait partie de ces personnes atteintes de cette maladie qui acceptent leur statut avec philosophie et beaucoup de dignité. En plus, Kone Masita suit à la lettre les conseils et prescriptions dans le cadre de sa prise en charge médicale et psychologique. En 100 ans, qui savait que j'allais vivre? Donc aujourd'hui, je suis là, Dieu merci. J'ai été séropositif, après je suis devenue sidéenne, après je suis devenue séropositif encore. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai fait mes 2 derniers examens. On m'a dit que je suis indétectable, ce qui veut dire qu'on n'a plus vu le virus dans mon corps. Donc toujours j'encourage les gens à faire le test. C'est très bon de faire le test, parce que quand tu connais ton statut, de 1, tu te sauves toi-même, tu sauves ton entourage, tu sauves aussi ta famille. Je n'ai pas honte d'elle. Elle est bien, elle est comme tout le monde. Elle prend soin de nous. L'essentiel, elle joue bien son rôle de mère. Nous, on n'a pas honte de notre maman. Et on est très fiers d'elle. L'action des ONG de lutte contre le VIH-Sida en termes de prise en charge a énormément contribué à donner aux personnes atteintes de cette maladie un réel espoir. Surtout, l'espérance d'une vie normale. Admirable aussi, leur courage et leur force d'esprit qui ont même touché Khadija, fille de personnes vivant avec le VIH-Sida. Elle s'émerveille devant la capacité de tous ces porteurs de VIH-Sida, comme Masita, qui refusent la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion. Maman est séropositive, mais cela ne m'empêche pas de l'aimer. Et cela ne l'empêche pas aussi de faire son devoir en tant qu'une personne malade. Donc j'encourage tous mes amis à venir faire les tests pour pouvoir connaître leur statut. Car aujourd'hui, pour moi, si tu connais ton statut, il n'y a rien d'important que cela. Pour tous ceux qui ont encore peur de faire le test du VIH, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui tuent que le VIH. Le palu tue plus que le VIH. Quand tu as tes ARV, tu les prends correctement, tu vis normalement comme toute autre personne. Et vraiment, c'est cet encouragement que je lance à la population de Korogo et de la cité du Poro. Vraiment, ne vivez plus dans l'ignorance. L'apport de la Caritas diocésaine de Korogo dans le dépistage et la prise en charge du VIH-Sida dans les régions du Poro, Tchologo et Bagoué a permis un changement de regard sur les porteurs de cette maladie. Chaque jour, des agents communautaires sillonnent les zones des localités des régions du Poro, Tchologo et Bagoué, jusque dans leurs zones les plus reculées à la rencontre des personnes atteintes de VIH-Sida, non sans difficulté. Il y a des personnes, je prends l'homme ou la femme infectée, qui ne partagent pas son statut avec son conjoint. Et quand c'est comme ça, le conjoint ne sait pas, il est ignorant. Et ils ont toujours des rapports non protégés et le conjoint peut être contaminé par la suite. Donc nous les encourageons à partager leur statut. Nous faisons des activités aussi avec leurs enfants, c'est-à-dire les jeunes filles, sur la reproduction familiale, sur vraiment, nous les sensibilisons sur les méthodes contraceptives. La prise en charge, elle est gratuite, le dépistage également. Nous voulons arriver à une population saine au niveau de ce volet SIDA. C'est un appel vraiment que nous lançons aux populations. Selon les autorités sanitaires de la région, le taux de prévalence dans le Poro est de 2,5. Un chiffre qui ne reflète pas la réalité selon les ONG locales intervenant dans la lutte contre le VIH-Sida. Argument avancé,
Les populations dans la région du Poro rechignent à se faire dépister, malgré les campagnes répétitives d'information et de sensibilisation. Elles indiquent par ailleurs que c'est dans les milieux jeunes et scolaires que le taux de prévalence est le plus élevé. Voilà, le message est clair. Le dépistage volontaire pour sauver sa vie. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire adopte de nouvelles réformes, des réformes portant notamment sur la prise en charge médicale. Et c'est avec Kwasi Mamadou qu'on en parle. La prise en charge médicale des mutualistes a toujours été une préoccupation pour la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MIGFC. Mais la mise en œuvre de cette politique rencontre quelques difficultés sur le terrain. Et quand tu vas prendre un bon, tant que le code ne sort pas, tu ne peux pas avoir accès aux médicaments. Or, vous savez qu'avec la téléphonie mobile, il y a souvent des problèmes de réseau. Donc ça a créé beaucoup de désagréments. En ce moment, il y a eu beaucoup de problèmes. D'abord, la disponibilité des remèdes, c'est-à-dire les remèdes qu'on veut, qu'on doit acheter et qui ne passent pas sur bon. Et il y a aussi le problème du quota. Ces différentes préoccupations sont au centre de l'Assemblée générale ordinaire de la MIGFC, dont l'une des plus importantes est la mise en service à partir de 2018, la carte unique et intelligente. Pour contourner aujourd'hui tout ce qu'il y a comme difficultés liées à la prestation par notre système traditionnel de bons de mutuelle, nous allons implémenter la carte unique et intelligente. Ceci aura pour avantage de permettre la possibilité des prescriptions, même les jours non ouvrés, les jours fériés, puisqu'on n'aura plus besoin de se rendre dans un centre spécifique pour l'édiction du bon. L'avantage également de cette carte, c'est que désormais nos prescriptions seront davantage plus sécurisées, puisqu'il sera impossible, n'est-ce pas, de prêter sa carte à quelqu'un qui n'est pas dans le réseau de la MIGFC. La nouvelle équipe de la MIGFC prévoit pour 2018, à l'occasion de son 45e anniversaire, la construction d'un service médical de fonctionnaires à Bouaké et d'un centre d'optique à Abidjan. Mesmer Komo et son équipe veulent axer leur politique sur la sensibilisation et l'effet de maîtriser les coûts de prestation. Près de 500 commerçants sinistrés suite à l'incendie qui a ravagé dans la nuit du 22 au 23 décembre dernier le marché d'Abangoro. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a apporté à ces commerçants le soutien du gouvernement. Ils ont reçu de la part du président de la République, Alassane Ouattara, la somme de 10 millions de francs CFA. Chantal Akandon. J'ai vu le magasin fumer alors que je venais d'arriver d'un voyage le jeudi. Sincèrement, je ne pouvais plus parler. J'ai pris la sortie, je suis allée en pleurs à la maison. Vraiment, j'ai pas pu supporter. Les commerçants du marché central d'Abangoro ne pourront pas honorer leurs engagements auprès de leurs clients en cette fin d'année. Victimes de l'incendie qui s'est déclaré au marché dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 décembre dernier. Aujourd'hui, les commerçants ne savent pas à quel sens s'ouvrir. Nombreux sont parmi nous qui ont contracté de prêts auprès des microfinances, d'autres y ont perdu leur économie. Les recommandations, elles sont diverses. Aider les commerçants à faire face aux prêts contractés, aider financièrement les commerçants à reprendre leurs activités, la localisation des commerçants sur un site approprié à leur activité et la construction dans les meilleurs délais du marché incendié avec les mesures de sécurité. C'est dans ce contexte que le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME est arrivé à Abangoro. Avant la réunion avec les commerçants, le ministre s'est rendu sur les ruines du marché. En lieu et place des magasins et des étals, des tôles calcinées et des débris de murs qui traduisent un peu l'ampleur des dégâts. Par endroits, on peut voir sortir des décombres de la fumée. C'est vraiment un sentiment de tristesse et de désolation. Lorsqu'on a un tel événement de cette ampleur-là, le chef de l'État et le Premier ministre sont vraiment concernés. Donc, ils m'ont instruit de venir à Abangoro à le fait de pouvoir apporter ma compassion. Un drame qui touche autant les commerçants, les populations que la mairie. Nous sommes dans le désarroi. Nous vivons une situation extrêmement difficile. Le tiers du marché est complètement détruit.
nous avons très rapidement créé les conditions pour que ces commerçants soient relogés. Nous avons trouvé un site presque opérationnel. Il suffit qu'on y investisse un petit peu pour que d'ici une semaine, tous les sinistrés puissent être logés dans ce site qui est un ancien marché. Souleymane Diarrassouba a tenu à rassurer les commerçants de l'aide du gouvernement. Il a indiqué que le chef de l'État a fait don de 10 millions de francs CFA aux sinistrés. Au nom du chef de l'État, je vous appelle tous à la dignité et au courage devant cette épreuve, à la fois douloureuse et inacceptable. Je vous ai également écouté, je vous ai entendu. J'en ferai un compte rendu fidèle pour que le chef de l'État et son Premier ministre prennent les dispositions qu'il faut afin que le marché d'Abangourou soit à nouveau opérationnel. C'est le 4e incendie de ce genre qui se déclenche dans le marché central d'Abangourou. Mais cette fois-ci, avec des pertes matérielles plus énormes. Une plainte est déposée par la mairie et une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. L'ONG Servir aux côtés des plus démunis en cette période de fête de fin d'année. Pour la célébration de la Nativité, la présidente de l'ONG, Henriette Konan-Bédié, a offert de nombreux présents aux enfants de plusieurs communes du district d'Abidjan. On fait le tour avec Sidonie Davila. 5000 enfants du district d'Abidjan vont célébrer les fêtes de fin d'année dans la joie. À l'occasion de l'arbre de Noël, édition 2017, ces tout-petits, issus des couches défavorisées de différentes communes de la capitale économique, ont reçu des cadeaux de la Fondation Servir. Donner le sourire aux plus démunis, c'est une activité à laquelle s'adonne à cœur joie Henriette Konan-Bédié. Prenez au sérieux vos études afin de devenir demain la fierté de votre famille et de la nation tout entière. N'oubliez surtout pas de continuer d'être sage à la maison comme à l'école. Soyez des élèves studieux, respectueux. Et si vous suivez mes conseils, le Père Noël reviendra l'année prochaine avec des cadeaux pour vous. Les parents des heureux bénéficiaires, sensibles au geste de la présidente de l'ONG Servir, Henriette Konan-Bédié, lui ont exprimé toute leur reconnaissance. Ngouanka Mathias, le maire de Cocody, commune qui a abrité la cérémonie, a relevé l'importance des actions de la Fondation Servir. Il s'est dit déterminé et engagé à soutenir cette ONG. Dans les paquets du ministre Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi, de la Protection sociale, il y avait également de nombreux présents, cette fois pour les enfants en situation de handicap. Première édition d'Arbre de Noël, donc, organisée par le dit ministère à l'Institut des aveugles à Yopougon. On y va tout de suite avec Frédéric Oulaï et Franck Kouadio. Jean-Claude Kouassi effectue sa 3e visite à l'Institut des aveugles de Yopougon. Ce jeudi matin, les mains chargées de cadeaux, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale vient communier avec les enfants en situation de handicap. Pour lui, cette classe de personnes considérées comme vulnérables a besoin d'amour et d'attention de tous. Nous sommes ici pour fouiller au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre humanité, pour chercher dans notre cœur afin d'en sortir ce que nous avons de meilleur à offrir à ces enfants qui sont nos enfants. Et le plus précieux bien que nous puissions leur offrir, c'est notre affection. Un amour vrai qui les accompagnera chaque jour et qui fera qu'ils pourront prendre leur place dans la société ivoirienne. Ce sont des enfants de 3 à 12 ans qui ont bénéficié de cadeaux pour passer des moments de gaieté en cette période de fête. Plus de 1000 cadeaux pour environ 800 enfants vivant avec un handicap. Interprétation de l'hymne national par les sourds-muets et balais pour traduire leur reconnaissance. C'est une joie pour moi. C'est la première fois qu'un ministre nous donne un cadeau. Je voulais le remercier et que Dieu le bénisse. Je suis vraiment content d'avoir reçu ce cadeau. Je dis merci au ministre
nous avons visité aujourd'hui. Le ministre Jean-Claude Kwasi a fait une promesse, célébrer la fête de Noël en faveur des enfants vivant avec un handicap chaque année. Des embouteillages à n'en point finir, le coût du transport qui augmente au gré des transporteurs, c'est le lot des Abidjanais en période de fête de fin d'année. Pour donc maintenir l'ordre et la discipline dans la circulation, des forces de l'ordre sont déployées depuis maintenant quelques jours sur le terrain. Le constat sur place avec Walter Amadou Ouattara. Il n'y a pas papier. Il n'y a pas papier. C'est la mairie. C'est la mairie. Pour là, c'est la mairie. Ah, c'est la mairie. Grand carrefour de Trècheville. Ces usagers viennent d'assister impuissants à une altercation entre des agents de la mairie et le conducteur du véhicule qu'ils comptaient emprunter pour leur déplacement. On a période de fête. Donc tout le monde, tous ceux qui sont garés, cherchent une occasion pour venir travailler. Donc c'est à ce moment qu'il y a des fraudeurs. À ce moment que nous aussi on contrôle. C'est un autre fait qui vient allonger la liste des difficultés auxquelles sont confrontés les usagers en cette période de fête de fin d'année. Des difficultés liées à l'augmentation des frais de transport aux embouteillages. La gare de Bassam, vous voyez le désordre qui se passe là-bas, c'est à cause des transports. Une fois nous sommes en fête, si tu dois venir à Djamé à 200 francs, on vous fait à 400 francs. Si tu dois retourner, on vous fait à 500 francs. Imaginez-vous, c'est pas normal. Dans ces périodes de fête, voilà les difficultés que nous rencontrons. Il y a le coût du transport qui a complètement doublé de prix et aussi il y a l'embouteillage aussi qui règne beaucoup. Si par endroits, la circulation reste fluide, il est impossible de circuler à Djamé-Renault. Difficile d'entrer et de sortir du plateau. Indexés comme responsables des embouteillages, les chauffeurs de véhicules de transport en commun et de taxi s'accusent mutuellement. Si tu vas à Koumassi, bleu, c'est crèche des autres. Des autres. On n'en parle plus. C'est tout le monde, même si les personnes qui ont embouteillage. Liberté ici, là. Quand on veut passer, il n'y a pas de route pour passer. Les bras gras à côté là. Autre réalité, des travaux sur certaines voies. À ce niveau, la présence des forces de l'ordre est saluée. Lorsque les travaux ont commencé, il y avait encore un peu d'incertitude au niveau des usagers, donc il y avait un peu de bouchons ça et là. Donc je pense qu'avec le temps, les gens ont commencé à se retrouver. Nous avons enregistré des saisies de pièces, les permis de conduire. Nous avons une soixantaine qui sont déjà saisis. Nous avons mis beaucoup de véhicules en fourrière. Chaque carrefour, il y a les policiers pour pouvoir réguler la circulation. Donc pour le moment, il n'y a pas de problème. On leur dit merci vraiment pour tout ce qu'ils font pour la population. C'est tout ce qu'on peut leur dire. Et qu'ils continuent encore de plus. Dans leur mission, de parvenir à une meilleure fluidité routière afin de permettre aux populations de faire leurs différentes courses de fin d'année dans la quiétude, l'unité de régulation de la circulation a déployé des moyens. 211 carrefours sont tenus. Plus de 150 hommes sur les artères principales, 50 motos et 20 motards constituent le dispositif spécial pour lutter contre les infractions liées au code de la route. Je vous fais lecture de ce communiqué pour poursuivre. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 1er janvier 2018 est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le lundi 1er janvier 2018 est déclaré jour férié, chômé et payé. Et c'est signé Jean-Claude Kwasi. À Grand-Bassam, le boulevard Trèche-la-Plaine à fière allure, voies aménagées, trottoirs et terre-pleins gazonnés, planting d'arbres ici et là, un réaménagement dû à la collaboration entre la municipalité et la Fédération internationale des élus locaux. Franck Wadio. Une voie régulière, le boulevard Trèche-la-Plaine du Grand-Bassam, 750 mètres, traversant une bonne partie de la ville historique, les voies piétonnes pavées, gazonnés et des arbres plantés. Ce réaménagement est le fruit du partenariat municipalité de Grand-Bassam, Association internationale des maires francophones, un don à hauteur de 100 millions de francs CFA pour améliorer la fluidité routière et créer, entre autres, un parcours de santé, puis à terme, chercher d'autres ressources pour poursuivre donc, parce qu'on veut aller plus loin, c'est de
pouvoir continuer donc l'aménagement de cette voie jusque vers Azureti, parce que c'est la voie, comme je dis, une voie triomphale touristique, mais également demain, dans le souci donc de la vie durable, faire en sorte qu'on puisse avoir un éclairage solaire également sur cette voie. L'autorité régionale, le ministère de la Culture, représenté par le directeur de cabinet, et le district d'Abidjan par le gouverneur adjoint ont exprimé leur adhésion. Surtout que l'action s'est voulue éco-citoyenne, elle vise aussi à sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l'environnement. Nous avons pu faire le constat dans cette école EPP Bassam 2. Le reboisement permet de préserver la nature. Le reboisement permet aussi de préserver l'environnement. Les élèves de la ville historique sensibilisés, ils pourront accomplir leurs tâches avec ces ouvrages d'assainissement offerts par les autorités. L'enthousiasme de la jeunesse en ligne de mire pour mieux préserver l'ouvrage public patrimonial. C'est sur ce commentaire de Franck Quadio que je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure.